Si vous appréciez nos discussions, n'hésitez pas à les aimer et surtout à les commenter. On aimerait vraiment savoir ce que vous en pensez. Et vous pouvez aussi vous abonner pour ne rien manquer. Merci et bonne écoute. Bonjour, bonsoir, bienvenue à Maudite Marge, le podcast sur la marginalité et la jeunesse d'En Marge 12-17. Je suis Tristan, le directeur d'En Marge, et je suis bien heureux d'être là aujourd'hui. Pas seul, mais j'ai pas la même co-animatrice que j'avais parce que oui, je vous ouvre les coulisses. C'est le deuxième qu'on enregistre dans la journée. C'est une grosse journée d'enregistrement. Puis là, je sais pas dans quel ordre on va mettre cet épisode-là, mais moi j'avais Mélissandre avant à côté de moi. Puis là, je regarde à côté de moi et c'est pas Mélissandre. Mais qui es-tu? Je pense que les gens qui écoutent le podcast ne t'ont jamais vu même venir parler à l'épisode, à l'émission. Et là, tu es là. Qui es-tu? Que fais-tu? Moi, c'est Catherine, puis je suis intervenante En Marge 12-17. Je suis intervenante de proximité pour le volet Euphonie, qui s'adresse particulièrement aux jeunes filles. Merveilleux. On aura l'occasion d'aller creuser un peu plus sur ce que c'est. Tu es là aussi pour m'aider à parler de notre sujet d'aujourd'hui, qui est essentiellement la prévention des violences chez les mineurs, des moyens alternatifs de les rejoindre, de connecter, pour éviter une dégradation, un ancrage à la rue, par exemple, ce genre de choses-là, et aux activités criminelles, blablabla. Donc voilà, prévention des violences un peu. Tu es là parce qu'on a deux belles personnes devant nous qui sont assez spécialistes de ça et qui ont envie de venir nous parler de ce qu'ils font dans la vie, puis de parler de leurs belles organisations qu'on veut aussi mettre de l'avant. C'est un peu un de nos objectifs dans ce podcast, surtout cette saison-ci, un peu de mettre la tribune en avant pour les personnes qui travaillent chez nos partenaires. Donc, je vais tourner la caméra comme si j'avais ce pouvoir. Allez-y, dans l'autre que vous voulez, présentez-vous pour nous. Présentez-vous. Ben, je vais y aller. Donc, bonjour. Vanessa Rémy Soriol, chargée de projet et formatrice à la Fondation Marie-Vincent. Puis, est-ce que tu voulais que je dise autre chose, Tristan? C'est suffisant? Ben, ça peut être suffisant pour l'instant. C'est correct. Je pourrais aller plus loin. Plus tard, mais j'espère, sinon... C'est un peu plate là, comme épisode. Si c'était juste ça ta contribution. C'était fini. J'espère que tu as reçu. OK, merci. Bienvenue, Vanessa. Merci. Et qui on a à côté de toi? Bonjour, moi c'est Baptiste, je travaille à Trajet, donc Baptiste Brun, je suis intervenant à Trajet, organisme de justice alternative à Montréal. Puis nous on s'occupe pas mal d'appliquer en fait les sanctions qui sont décidées dans le cadre de la LGPA, donc pour les adolescents, et aussi pour le PMRG, pour certains délits faits par des adultes. Donc on travaille la réparation, puis on est aussi dans une optique de favoriser la résolution des conflits par la communauté avec un service de médiation citoyenne. Wow. Plein d'acronymes déjà aussi. Oui. Donc on va avoir le temps de les décortiquer, mais avant, on a une tradition à ce podcast, qui est de représenter la marginalité, de l'illustrer, en fait, avec un objet qui, pour nos invités qui passent dans ce studio, de représenter c'est quoi la marginalité. Et ils l'amènent, et ensuite ils mettent ce qu'on a vu derrière nos invités, une belle toile de marginalité qui devient de plus en plus éclectique, je pourrais dire, avec toutes sortes d'idées qui font une belle toile, en fait, qui représente c'est ça, cette marginalité. Et on a des personnes qui nous ont amené des nouveaux objets. On peut commencer par Baptiste, tiens, on va faire le contraire maintenant. Qu'est-ce que tu as avec toi? Moi, j'ai ramené ce petit piquet de tente, sardine en bon français. Je ne sais pas si en québécois on dit aussi une sardine. À partir de maintenant, ça va être ça que je vais dire. Ouais. Donc, pour moi, je pense que vous l'avez assez vite deviné. La marge, pour moi, c'est de voir des gens qui vivent sous des tentes dans une ville comme Montréal et puis dans d'autres grandes villes au monde, malheureusement. Puis, ça me fait à chaque fois un certain pincement au cœur quand on passe devant certaines avenues ou de certaines routes, de voir toutes ces personnes qui vivent dans des conditions d'insalubrité, de grande précarité et dont qu'on vient déloger finalement, même si c'est pas vraiment un logement, mais qu'on vient chasser assez régulièrement pour des coûts assez importants aussi en termes financiers, mais aussi pour la communauté. Donc je me demande
J'ai pas personnellement la solution, sinon je pense que je serais pas. Non, mais là, on va inviter pour ça, là. Pour Mais- la solution. Mais je pense qu'il y a Excellence. vraiment il y a des choses à faire. Et puis, c'est encore plus un crève-cœur, je dirais, quand on retrouve certaines personnes dont on s'est occupé pour des mesures de réparation qui étaient en centre jeunesse, puis qu'on les croise dans cette tente-là. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui vient saisir et qui nous fait remettre en question à la fois le système, mais notre place dans ce système, et qu'est-ce qu'on fait pour améliorer ce genre de situation qui n'est plus entendable, j'imagine, je pense, du moins en 2026. On verra. Restez à l'affût en 2026. On va voir si ça demeure. Merci, Belle. C'est original et j'aime beaucoup. Merci, Baptiste. Ben de rien. Vanessa, À mon qu'est-ce que tu tour. as de ton côté? Alors, j'ai une tasse Oh. qui a été cassée et réparée. Je sais pas si on va bien. Alors, pour moi, ça représente quelque chose qui peut être perçu comme étant imparfait, inutilisable, un peu mis de côté finalement là, par la société dans laquelle on va évoluer, mais qui pourtant est tout à fait utilisable d'une manière différente. Il faut juste sortir un peu des chemins battus puis de la manière dont on perçoit les choses dans un certain cadre. Donc, il y a une beauté, je trouve, dans réparer qu'est-ce qui a été fêlé, qu'est-ce qui a été brisé, puis d'apprendre à aimer les cicatrices aussi que les gens vont avoir là, sur eux à travers leurs différents parcours. Ça peut être beau. Donc, quand c'est une tasse, puis pour d'autres, ben, ça peut être un magnifique porte-crayon ou un pot pour mettre des fleurs ou peu importe. Donc, de sortir de qu'est-ce qu'on s'attend à ce que les gens doivent être. Donc, c'est ça pour moi un peu la marginalité. Wow. J'adore. Ouais, puis il y a beaucoup d'amour sur les cicatrices qui Beaucoup longent d'amour les sur les cicatrices, cicatrices, oui. justement, avec Tout à les petits fait. cœurs. Oui. C'est très joli. Est-ce que tu l'utilises pour boire ce que tu fais? Je l'utilise pour mettre mes crayons. OK. Puis Parce là, est-ce que- qu'elle coule un petit peu. Ah. Mais c'est pas grave si elle coule. C'est pas grave si elle coule un C'est pas petit grave peu. si elle coule un petit peu. On y trouve d'autres Et voilà. utilités Tu comme peux être tenir le fragile crayon. et quand même très forte. Donc, elle a Ouais. d'autres fonctions, ma tasse. Ben, merci de nous léguer ce... Ça me fait Ça fait plaisir. l'objet. J'aime beaucoup la faille, en fait, parce que pour moi, c'est aussi une fissure, une faille, c'est de là où passe la lumière, en fait. Mhm. Oh oui, oui, en plus. Wow. J'adore ça. Oui, tout à fait. Vif du sujet. Allons-y. On parle d'une tasse qui a été, on pourrait dire, violentée d'une certaine manière. On ne sait pas ce qui est arrivé à cette tasse-là. Puis on voit aussi des violences au niveau des campements quand les personnes se font détenter. Je ne sais pas si c'est un nouveau verbe qu'il va falloir inventer pour la réalité en 2026. Hein. Mais quand on parle de violence, c'est quelque chose qui vient souvent, justement, dans votre travail. Vous œuvrez près de jeunes personnes qui subissent, qui commettent, un peu des deux, peut-être aussi, des violences. Quand on parle de ces violences-là, de quel type de violence on parle avec les jeunes? Dans mon cas, à Marie-Vincent, on travaille en violence sexuelle. Donc, d'un côté, donc on a deux grands volets. Le volet clinique travaille avec les jeunes victimes de 0 à 17 ans. Puis, avec les jeunes qui ont des comportements sexuels problématiques là, de 0 à 12 ans moins un jour, là, dans le respect de la loi. Et de notre côté, on travaille en prévention, donc on vient créer des outils, on vient former les adultes, voir c'est quoi les besoins de terrain, puis essayer d'y répondre avec des outils concrets puis utiles. Donc, de mon côté, c'est beaucoup là, tout ce qui est violence sexuelle qu'on va voir. Okay. Puis rapidement, avant d'aller du côté de trajet, Marie-Vincent, généralement, en gros, qu'est-ce que ça fait un peu comme organisation pour les gens qui ne connaîtraient pas? Donc, à Marie-Vincent, on a vraiment comme désir de créer des communautés protégeantes pour un monde sans violence sexuelle. C'est vraiment ça qu'on désire mettre de l'avant. Puis pour ce faire, là, comme je disais, on a vraiment deux axes. Là. Celui où on reçoit les jeunes et leurs familles avec des services psychosociaux, des services thérapeutiques. On a des services d'urgence, aussi immédiate plutôt, là, pas d'urgence, immédiate, pour nos jeunes. On va avoir du côté prévention tout ce qui est les outils qu'on va créer, les formations qu'on va donner, les collaborations qu'on va créer avec, entre autres, En Marge. Puis, on a une chaire de recherche aussi qui s'assure que qu'est-ce qu'on crée est quand même validé d'une certaine manière, là, qu'on ne soit pas de notre chapeau, que ça fait du sens autant pour les jeunes sur le terrain que pour ce qu'on retrouve là dans la recherche aussi. Donc, c'est un peu comme ça là, qu'on va y arriver. On siège aussi sur plusieurs tables de concertation aussi. Puis on travaille, on
d'éviter de travailler en silo, puis travailler avec nos différents partenaires là, pour être cohérents. Là. Oui, parce que Marie-Vincent est quand même encore en expansion depuis un certain temps aussi. oui, c'était une petite boîte d'une vingtaine de personnes. On est rendu une centaine de personnes maintenant avec 2 points de service, un à Montréal et un à Montérégie. Donc, ça grandit. Et malgré tout, là, ça devrait avoir plus de ressources là, pour répondre à tous les besoins qu'on a. Là. Ouais. Baptiste, toi, les violences sexuelles, est-ce que c'est quelque chose avec laquelle tu interagis aussi? Et est-ce qu'il y en a d'autres aussi? Peut-être avec Trajet? Je dirais qu'à Trajet, en fait, nous, ça dépend vraiment de qu'est-ce que le ou la jeune a commis. Donc, on peut être dans toutes les formes de violence, finalement. Quand le jeune nous est référé, ça peut être pour des questions de violence intrafamiliale, des questions de violence sexuelle, des questions de violence entre pairs, des questions de violence numérique aussi. Oui. Ça peut partir là-dessus, le harcèlement criminel ou quoi. Oui, la cyberviolence, je sais pas trop, hein, quand même. Oui. Donc en fait, c'est ça, nous on voit vraiment toute forme de violence, puis on a 2 sphères à Trajet, une sphère qui est plutôt de la médiation, dont là on a des collègues qui contactent les personnes victimes pour connaître un petit peu quel a été l'impact du délit dans leur vie, dans leur existence, quelles ont été les conséquences vécues, donc on parle tour à tour à des personnes qui ont été victimes de violences, mais aussi du côté de l'intervention aux personnes qui ont été auteurs, autrices de violences, pour les accompagner à l'accomplissement de leurs mesures de réparation, qui viennent réparer en fait les torts qu'ils ont pu causer de différentes manières. La première forme, c'est la médiation quand elle est possible, sinon c'est envers la collectivité, ou alors c'est envers... la troisième forme, c'est des ateliers de développement d'habilité sociale, où on a justement une mesure qui dure 5 ateliers de groupe, puis 2 rencontres individuelles sur le phénomène de la violence et ses conséquences. Donc c'est vraiment large, tout dépend de ce que le jeune a fait, en fait, avant d'arriver à Trajet. Oui. C'est des jeunes de quel âge qui passent chez vous? Non, elle est JPA, donc on est sur du 12 à 17 ans, quasiment 18, puisqu'on part aux adultes, mais généralement, chez la grande majorité des jeunes, 15, 16, 17. Quand tu dis LSJPA, pour les personnes qui écoutent et qui comprennent pas ces 5 lettres ensemble. C'est la loi pour les ados, finalement, la loi sur le système de justice pénale pour adolescents. Ouais. Donc, dès qu'on a 18 ans, on est sur les adultes. Donc, nous, on est chargé vraiment d'appliquer les sanctions qui ont été décidées soit du côté extrajudiciaire, par des délégués à la jeunesse qui travaillent pour le centre jeunesse, qui sont un peu le pendant des agents de probation côté mineur, ou alors du côté du tribunal, où là on a des jeunes qui arrivent directement en fait sanctionnés par un juge parce que le délit n'est pas admissible aux sanctions extrajudiciaires ou qu'il y a une non-reconnaissance de ce qui est reproché. Ok, intéressant. Donc, est-ce que c'est volontaire ou pas volontaire? C'est pas volontaire. En fait, quand ils viennent nous rencontrer, je dirais pas qu'ils viennent en marche arrière, les jeunes, mais c'est sûr qu'ils n'y vont pas en courant non plus. Ils sont pas enthousiastes à l'idée de faire des travaux communautaires ou de faire des ateliers de groupe? Pas forcément. Ça dépend vraiment des profils, mais une grande majorité, c'est pas de gaieté de cœur qui viennent à Trajet. Puis l'une des difficultés justement, ou des challenges ou des défis, c'est de faire adhérer le jeune à sa mesure de réparation, qu'ils comprennent justement, notamment quand on parle de violence, mais qu'est-ce que tu viens réparer? Qu'est-ce qui s'est passé? Quels ont été les dégâts à la fois pour la personne qui a reçu l'agression, pour les témoins, pour la société, pour toi. Puis une fois qu'on arrive avec des questions ouvertes, de comprendre un peu les conséquences physiques, psychologiques, sociales et financières qui ont été engendrées par le délit, on regarde avec le jeune de quelle façon il aimerait la réparer. Si on parle de travaux bénévoles, c'est d'aller voir avec lui dans quel type d'organisme il aimerait s'impliquer, qu'est-ce qui fait du sens, quelle mission le rejoint, qu'il a envie de soutenir pour venir réparer les torts qu'il a pu causer par la commission de son délit. Donc je vous dirais que de plus en plus, et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec En Marge aussi, on essaye d'aller vers des organismes qui ont des travailleurs de rue, parce qu'on pense que c'est les personnes les plus désignées, les plus expertes pour aller répondre aux besoins du jeune à l'intérieur de sa mesure de réparation. Donc il ne s'agit pas simplement pour nous aujourd'hui que le jeune vienne réparer, mais aussi qu'il vienne travailler le pourquoi il a été en action au niveau délictuel. Et l'émailler un peu à la communauté. Hein? Absolument. Le but, c'est de les arrimer. Quand on a un jeune qui fréquente un organisme 2 ans après la fin de sa mesure de réparation, je pense que c'est la plus grande victoire pour lui, pour la société. Toi, sur la même question, je pense, Vanessa?
qui Tu te était... souviens-tu de la question? Ça Non. fait un petit bout. Moi, de j'ai temps. écouté Baptiste, je suis comme, Désolé. c'est beau. C'était de quel type de violence on parle au niveau de la cyber-violence? Oui. Plus en détail. Ben, à Marie-Vincent, on a dans le volet prévention, on crée des outils en cyber qui sont sur ma table, entre autres, là, pour la prévention des adolescents de ce qui se passe en ligne. Donc, à la question quel genre de violence on voit en ligne, c'est assez large. Ça va aller du leurre d'enfant, donc on va se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas nécessairement, à tout ce qui va être du partage de photos intimes, le non consensuel, là, qu'on va voir souvent là, chez nos adolescents, où est-ce qu'ils vont partager une photo qu'ils vont avoir reçue, par exemple. Là. Donc, ils vont la repartager. À travers tout ça, ben, il va y avoir des actions qui vont être faites sur différentes plateformes, réseaux sociaux, les plateformes de jeux vidéo aussi en ligne. Là, je pense à Roblox, entre autres. Là. Je sais pas si on peut name-dropper des Tu peux name drop, je veux juste compagnies. dire qu'on n'est pas sponsorisé par personne. On n'est là, pas que tu sponsorisé vas par nommer. Roblox. Pour l'instant, peut-être qu'ils vont vouloir. Je sais pas, mais bon. Mais c'est ça, donc ça va amener des problématiques chez les jeunes, d'âge très, très variés, là, autant avec une jeune fille en 5e année qu'avec un jeune garçon en secondaire 3, par exemple. Là. Donc ça va être différent, mais ils sont tous à risque. C'est pas de profil type non plus pour nos jeunes là, qui sont à risque en ligne. C'est sûr que plus un jeune a des facteurs de vulnérabilité, plus ça le met à risque en ligne. Mais il n'y a pas de profil type là, pour nos jeunes. Donc, pour la prévention, il faut ratisser large, justement à cause du fait qu'il n'y a pas de profil type. Là. C'est pour ça que tu fais des formations quand même. Partout. Je me promène partout. Ouais. Partout où on veut de moi, je suis là. Puis, est-ce que vous vous sentez un peu décalé des fois en termes de en ligne avec le TikTok et tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui s'en vient de plus en plus? C'est-à-dire, moi, mes limites, je suis encore à Facebook et je suis même plus. Donc, je me demande, est-ce que vous êtes formé vraiment pour vraiment comprendre comment fonctionnent tous ces nouveaux médias sociaux, puis vous restez à jour sur tout ce qui se passe pour bien comprendre toutes les nuances? Puis là, je dis les médias sociaux, il n'y a pas juste ça, il y a plein de sites un peu partout aussi, là. Oui. Dans mon cas, je suis quand même assez à jour parce que là, c'est mon travail, tout ce qui est la cyberviolence, donc je me garde à jour. Mais je sais que pour peut-être les personnes qui sont pas là-dedans au quotidien, ça peut être effrayant. Ça a l'air gros. Ça évolue rapidement, ça c'est surtout change ça. très, très vite. D'un mois à l'autre, il va y avoir des tendances qui vont apparaître, disparaître. Il y a une sous-culture sur Internet aussi. Donc, il va y avoir des sous-cultures sur TikTok, sur Roblox, sur Instagram, sur Snapchat. Et les jeunes vont naviguer à travers ces différentes sous-cultures-là qui, des fois, se rejoignent, des fois, non. Ça va vraiment dépendre du sujet, finalement, là, qui est mis de l'avant. Mais ça peut être, en effet, là, effrayant quand on regarde ça de l'extérieur. Puis je pense justement, comme tu disais, Facebook, qui est utilisé par des adultes. Il n'y a aucun jeune digne de ce nom qui se retrouve sur Facebook par choix. Là. C'est parce que ses parents l'ont forcé. Là. Bon, il y a un jeune en ce moment qui se dit « Mais non, moi, je suis sur Facebook. Et comme même moi, j'aime Je suis pas digne de ce nom. » Non, tu es digne. Tu es digne. Okay. Mais est-ce que vous catfichez les catficheurs? Des fois, vous allez créer des acronymes, des avatars pour aller voir un peu ce qui se passe? Ou non. On n'est pas là-dedans. Vu que je travaille avec les adultes, vraiment, mon but, c'est de les former justement à comment je fais de la prévention en ligne, comment je protège les jeunes, mes jeunes ou les jeunes avec lesquels je travaille pour leur éviter d'être pris en ligne. Donc, c'est surtout ça que je focus. Donc, la littératie numérique, technologique pour les adultes, beaucoup. Là. Okay. Puis quand tu parlais de sous-culture, peux-tu donner un exemple de sous-culture que tu abordes dans tes formations, par exemple? Oui, dans mes formations, j'aborde un peu moins les sous-cultures parce qu'on part de loin souvent. Fait que j'explique un peu la base qui va être c'est quoi qui est à risque avec les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui est plus dangereux pour les jeux vidéo? Qu'est-ce qu'on doit observer comme adulte pour protéger nos jeunes dans ces contextes-là davantage? Parce que je t'en parle dans les sous-cultures, ça peut être dur à expliquer pourquoi, exemple, 6-7, qu'on a entendu tout l'été, là, qu'on entend de moins en moins, là, c'est en train de ah oui, c'était doucement. C'est quoi ça? C'était les jeunes faisaient l'expression. Et je m'excuse pour les gens qui sont saturés de l'entendre, là. Mais donc les jeunes faisaient ce mouvement-là dans 6-7, puis c'était
j'ai entendu des émissions à la radio où on essaie de décortiquer d'où ça venait, ce 6-7-là, puis ça vient des paroles d'une chanson qui ont été reprises sur TikTok. Quelqu'un a trouvé ça drôle, fait une joke avec ça, et voilà, s'est embarqué dans une sous-culture. Et là, ben, c'est ça, les gens l'ont repris, et c'est ça. Fait que ça fait pas de sens. Ça n'a pas de sens. L'origine n'est pas importante. Non, c'est le phénomène que ça a créé. Exactement. Donc, ça les fait rire, tout simplement. Et aussi, j'essaie de faire le travail parce que là, ça crée une distance entre les jeunes et les adultes parce qu'ils se reconnaissent pas nécessairement dans comment les jeunes agissent. Et je leur explique que c'est la même chose. Moi, je suis une vieille milléniale avec mes 39 ans. Et on avait une phrase qu'on disait, là, genre, magasin, zinzin, va pisser chez ton voisin. Tu sais, une petite chansonnette qui voulait absolument rien dire. C'est la même chose avec 6-7, Skibidi Toilet avant ça aussi. Là. Donc, c'est simplement quelque chose que les jeunes ont entre eux qui fait du sens entre eux parce que, en gros, la sous-culture, c'est qu'est-ce qui est normal pour moi. Donc, pour eux, c'est drôle, c'est le fun, mais c'est normal que quand t'es à l'extérieur de ça fait aucun sens. C'était comme, qu'est-ce qui est drôle là-dedans? Mais pour eux, c'était absolument hilarant. Là. Mais là, vu qu'il y a des adultes qui ont compris c'était quoi, puis ils commencent à le dire, là, dès que les adultes rentrent là-dedans, c'est ça. J'ai des ados à la maison qui m'ont dit que leur prof a dit 6-7, puis c'était vraiment cringe. Donc, voilà, ça, c'est en train de mourir, là, parce qu'on l'a gâché. Puis donc, c'est pas... vu que le 6-7, c'était pas dangereux en tant que tel. C'était agaçant, mais c'était pas dangereux. Agaçant, c'est ça. Mais il doit y avoir quand même des sous-cultures plus qu'il faut porter plus attention, qui sont peut-être plus... Puis là, je parle encore de Roblox, parce que en ce moment, c'est mon ennemi numéro 1, là. Je m'excuse, Roblox. Il y a plein de belles choses qui se passent là-dessus, mais il y a aussi des choses un peu plus risquées qui se passent sur la plateforme. Exemple, tu peux avoir du recrutement qui se fait sur Roblox. Il va y avoir des différents designs de vêtements et certains designs vont t'amener à des communautés qui, elles, vont t'amener dans des discussions où là, ça va être des choses de recrutement là, qui vont se dire, qui vont se passer sur ces plateformes-là. Il y a une plateforme sœur là, pour Roblox dans laquelle tu vas venir créer des jeux, parce qu'en gros, c'est ça, Roblox. J'ai une idée d'un jeu que je veux faire, je le crée, puis je le mets dans Roblox, et là, les gens peuvent venir y jouer. La plateforme sur laquelle tu crées ton jeu, elle échappe à toute supervision. Donc, les gens ont des jeux finis, qui sont pas mis sur Roblox, mais qui sont laissés sur le côté. Tu peux seulement y aller sur invitation. Et là, il va se passer, il va se dire des choses dans cette plateforme-là de côté. Donc, c'est ça, les sous-cultures. La plupart des parents, puis là, Roblox, ça attire les enfants de à partir de 4 ans. Là. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'enfants, sur cette plateforme-là, qui vont cliquer sur quelque chose, qui vont dire « Ah, c'est un beau chandail » ou c'est une belle camisole. Et là, ils vont cliquer dessus, ils vont se retrouver quelque part où ils ne devraient pas être. Donc, ça peut partir tout croche assez rapidement. Là. Du côté de Baptiste, un peu, je me demandais... On est allé dans plein de directions, fait que là, j'avais ma question, elle a peut-être moins de lien, mais quand même, on peut rester sur l'idée de la cyberviolence que vous voyez quand même aussi. C'est une thématique qui est quand même émergente, je disais, qui change beaucoup, qui évolue rapidement. Ça peut être difficile de concevoir qu'est-ce qui est un crime en ligne aussi, pour les jeunes particulièrement, qui font juste suivre la culture. Un peu à l'image de jouer à Sonne des Chris, donc aller sonner chez les portes puis partir en courant. C'est un jeu, il ne faudrait pas le faire puis on peut avoir des conséquences, mais c'est quelque chose qui peut arriver, mais qui faisait partie d'un peu d'une culture à une autre époque. Là, il y a des choses en ligne qui se font, qui c'est juste pour être cool en ligne un peu, puis de se créer un sentiment d'appartenance avec une gang. Puis on n'est même pas rendu à être capable de criminaliser certaines choses ou de comprendre un peu c'est quoi le crime. Puis tout ça pour dire comment est-ce qu'on amène un peu les jeunes, particulièrement en ligne, mais on peut aller sur d'autres sujets aussi, à réaliser l'impact de leurs gestes alors que c'est tellement intangible. Ouais, c'est une grande question, puis je suis pas autant spécialiste que Vanessa sur ces questions, mais effectivement, on entend beaucoup Roblox, etc. aussi, mais comment faire? Je sais pas s'il y a une solution miracle, mais on essaye quand même de faire revenir le jeune dans la réalité, de le transposer, ce qu'il vient de dire sur le web. Comment tu le dirais ça serait quoi l'effet si tu le disais maintenant là, devant une salle de classe?
des choses aussi simples que ça, finalement, pour montrer qu'il y a vraiment une incidence dans la vie réelle qui n'est pas du tout la même. L'adolescence, comme on le sait tous autour de la table, c'est aussi un stade où les notions d'empathie, les notions de conséquences, de réfléchir avant d'agir, elles ne sont pas forcément acquises. Quand on découpe le mot adolescent, d'ailleurs, moi j'aime beaucoup dire qu'on se met l'essence adolescence, c'est exactement là-dedans. On est un peu dans cette idée-là. Donc, je vais essayer de décrire quelque chose d'assez concret. En tenant évidemment la confidentialité, mais j'ai accompagné un jeune homme il n'y a pas si longtemps que ça qui avait fait une danse TikTok dans un restaurant de restauration rapide. Puis la personne qui l'a servi était seule à ce moment-là, puis elle n'a pas du tout interprété la danse comme une danse. Elle a compris que le jeune allait sortir une arme de sa ceinture. Et non, c'était une danse, mais la personne a été prise de panique, a complètement verrouillé tout le restaurant, a appelé le 911, et le jeune s'est fait arrêter parce que la personne a cru qu'il y allait arriver quelque chose au niveau physique. Donc la personne, le jeune en question, était aussi intoxiqué à ce moment-là, donc il y a forcément aussi des notions de réalité, justement, le principe de réalité. Ce que tu vas faire dans la réalité, c'est absolument pas comparable à ce que tu écris sur Internet. Puis le problème, c'est l'amplification, en fait. C'est qu'on a aussi des profils de jeunes qui, n'ayant pas forcément de reconnaissance à l'école, vont aller sur ces réseaux pour faire interagir, pour se faire voir, pour se faire reconnaître comme quelqu'un qui est... Moi, je suis quelqu'un, je suis pas n'importe qui, regarde comment je lui parle sur Internet, etc. Donc, il y a comme une espèce d'amplification, puis il y a des profils qui ne sont pas du tout sur Internet les mêmes que dans la vie réelle, et ça rend d'autant plus compliqué, je pense, pour les intervenants des milieux scolaires, de voir, d'anticiper, de savoir que ces jeunes sont très actifs sur les réseaux et pas forcément pour dire des choses positives. Puis la dernière chose qu'on voit beaucoup, nous, dans le numérique, c'est tout l'aspect recrutement par des réseaux criminalisés. Puis on l'a vu dans les dernières années avec les vols de véhicules qui étaient très à la mode. On voit très bien moi, je ne comprends pas encore comment on n'arrive pas à avoir des circonstances aggravantes lorsqu'il est prouvé que le recrutement s'est fait en ligne sur des jeunes vulnérables. Je pense qu'on devrait taper beaucoup plus fort sur l'adulte qui allait chercher ce jeune-là. On est vraiment dans de l'exploitation, finalement. Oui. Le terme exploitation criminelle monte de plus en plus versus exploitation sexuelle, justement. Je sais pas, j'ai entendu quelques reprises pour parler un peu justement de jeunes qui sont pris, qui vont perpétrer des violences, mais qui vont être pris tellement dans un cycle tellement jeune aussi, comme tu le dis, tu parlais de 4 ans. C'est pas toujours 4 ans, mais quand même. Ça peut commencer très jeune. Puis c'est pas une forme d'exploitation aussi pour ces jeunes-là qui, oui, commettent des délits peut-être à 14-15 ans, mais qui sont pris là-dedans. Et c'est quoi leur notion de choix? Là-dedans, et consentement à se mettre dans de prendre ces décisions-là, dans le fond. Tout à fait. C'est ça, c'est que, mettons, en exploitation sexuelle, ça commence, généralement, la moyenne d'âge pour le recrutement, c'est entre 12 et 14 qu'on va voir, mais des fois, ça va aussi jeune que 10. Là. Donc, à ce moment-là, c'est, comme tu dis, à quel point c'est un choix que cet enfant-là a fait, ou plutôt il s'est vu être exploité, être recruté, être groomé, là, comme on dit maintenant. Et c'est ça, et là, pas nécessairement, c'est un faux choix, finalement, là, qui lui est offert avec le temps. Je pense aussi en termes d'amplification également, il y a tout ce que, on va dire par exemple une chicane à l'école, qui était, j'ai même âge que toi, Vanessa, mais bon, je pense qu'il y a une génération où il n'y avait pas encore vraiment ces réseaux-là, puis le problème, il se réglait à 2 ou 3 personnes qui étaient directement concernées par la situation. Puis aujourd'hui, un poste, puis on arrive avec 300 personnes. Parfois des batailles entre 2 gangs de telle école qui vont se réunir à un parc pour en découdre, et ça devient vraiment des choses incontrôlables pour beaucoup de gens, dont la police aussi. Et je pense qu'il y a une nécessaire présence qui doit être accrue, à mon avis, de l'intervention numérique. Ça existe déjà, mais ça doit être beaucoup plus développé, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est l'inverse de notre génération, où il y avait la pointe de l'iceberg, c'était les réseaux, puis tout ce qui était en dessous, c'était dans la vie réelle. On est complètement dans l'inverse aujourd'hui. Donc il faut qu'on soit plus présent dans le numérique, puis du côté de trajet, nous, on intervient après le délit. Donc on n'est pas présent dans les réseaux, on n'a pas ce mandat-là, mais on a des collègues dans notre équipe qui ont travaillé. Oui, c'est ça, vous travaillez avec des personnes qui sont plus en prévention,
collaboration? Ouais, on essaye de travailler. En fait, c'est surtout qu'à Montréal, on respecte les mandats de chacun. Notre regroupement, la SOJAC, comprend beaucoup d'OJA qui, dans certaines régions, il n'y a pas forcément des offres en prévention, donc c'est l'OJA qui fait de la prévention. À Montréal, on a la chance d'avoir des joueurs très spécialisés dans tous ces domaines-là. Donc, effectivement, on en discutait avant le podcast, mais je pense que pour certaines questions, on va certainement contacter Vanessa pour étoffer le contenu de nos ateliers, parce qu'effectivement, on est conscient aussi qu'on a des efforts à faire. On a un travail à faire sur toute cette question numérique. On a des ateliers de développement d'habileté sociale qui concernent à peu près tout, sauf les réseaux sociaux en ce moment. Donc je pense qu'on a vraiment quelque chose à créer là-dedans. Et pourtant, il y a tellement de social qui se crée. Même si c'est un social qui nous apparaît pas, nous, vieilles personnes, aussi social. Mais c'est plus l'idée qu'il y a comme deux personnalités peut-être qui vont se créer. Fait que la personne qu'on a devant nous, c'est peut-être difficile aussi d'interagir puis de comprendre un peu comment cette personne peut être si différente aussi sur les réseaux. Mais leurs avatars en ligne sont la continuité de qui ils sont. Mais c'est aussi une manière de peut-être venir patcher certaines choses qui peuvent pas être dans le monde réel, qui vont être dans le monde virtuel. Et c'est besoin de validation qui est normale à l'adolescence. Ils vont venir le chercher en ligne. C'est juste que là, tantôt tu parlais d'amplification, mais c'est la même chose pour ça. Donc là, au lieu de ma meilleure amie qui me dit c'est beau ce que tu portes, mais là, je vais avoir 100 personnes qui vont faire un like sur mon le post que j'ai fait. Mais ça a un impact, j'en veux plus de ça. Donc ça peut amener les jeunes à faire des choses, à dire des choses qu'ils n'auraient pas dit puis qu'ils n'auraient pas fait dans le monde physique, parce qu'il y a une gratification là, qui peut arriver au bout de ça, là. Le concept du like. C'est Mark Zuckerberg qui a créé ça, le premier. Non, c'est pas Mark Zuckerberg. C'est quelqu'un qui travaillait pour lui, je crois bien. Puis il a nommé après avoir regretté l'avoir... Qui s'est répandu. Et qui... Personne n'avait prévu l'explosion que ça allait avoir chez les gens en général. Puis qu'est-ce que vous pensez de l'idée justement de travailler les cyberviolences, puis travailler comme un peu l'éthique en ligne finalement, de comprendre que quand on écrit une insulte sur Internet, sur les réseaux, il y a quelqu'un d'autre au bout du téléphone qui la reçoit. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'idée de justement travailler ça dans le monde réel avec les jeunes comme face à face, plutôt qu'en ligne par des vidéos ou par... une approche qui est en ligne finalement, parce que finalement, on reste toujours en ligne avec les jeunes. On n'apprend pas réellement à être dans un face-à-face avec un jeune. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus. Je pense que ça serait une combinaison des deux. Donc, dans le monde physique, puis du modeling dans le monde virtuel. Parce que je peux bien comprendre, là, je suis assis en classe, on m'explique l'empathie, je comprends les notions qu'on me dit, mais... Une fois en ligne, quelqu'un me pose un commentaire qui me fâche, je l'ai pas, moi, le visuel de l'autre personne. Mes mots que je dis, je vois pas l'impact qu'ils ont. Donc, je peux me laisser aller puis me défouler. Puis c'est très banalisé aussi. Je sais pas si vous avez déjà joué en ligne, là. Moi, je suis un peu gameuse, mais avec les jeux où tu peux parler, moi, je parle pas parce que étant une femme, je me fais dire des choses horribles. Donc, mon micro reste fermé pour éviter ça, mais c'est banalisé, c'est normalisé dans l'espace virtuel. Donc, ça prend quand même, je pense, la présence virtuelle d'adultes. L'idée d'un intervenant en ligne, c'est génial. Puis, mais ça prend aussi dans le monde physique, là, de sensibilisation, puis des ateliers, puis de les former, puis de les éduquer par rapport à tout ça aussi, là. Puis de les faire comprendre que ça a un lien entre les deux. Parce qu'on dirait qu'on se sépare. Quand on arrive sur notre cellulaire, on dirait qu'on est une autre personne, comme les ados qui s'identifient à un avatar, par exemple, mais de comprendre que c'est une continuité, finalement. Mais pour eux, c'est ça, la continuité. Ça fait du sens pour eux, cette continuité-là. Je pense que c'est pour nous, plus vieux, qui faisons cette cassure-là, en faisant, il y a le monde physique, puis il y a le monde virtuel, mais pour eux, c'est juste qui ils sont. C'est ça, c'est juste, ça continue. Puis c'est de plus en plus jeune, là. Maintenant, les dernières générations, ils ont tous 2-3 ans, puis ils savent comment naviguer sur un téléphone. Donc, essayer de séparer qui ils sont du monde physique, du monde virtuel, ça va être très, très difficile. C'est plus comment y naviguer de manière sécuritaire. Oui. C'est ça qui est l'enjeu. La réduction des risques, peut-être. Un peu plus. C'est ça.
C'est pas évident. C'est encore un peu le Far West là, sur Internet. On avait une jeune qui était venue vers Marie-Vincent pour avoir des services parce qu'elle avait vécu des violences sexuelles sur son avatar en ligne. Donc, d'autres avatars avaient agressé son avatar, mais il n'y a pas de mesure légale encore par rapport à ça. C'est ce genre de crime weird dont je parlais qui c'est existe ça. pas. Comme si tu fais leurrer en ligne, il y a des mesures pour ça. Si tu te fais faire de du cyberharcèlement, il y a des mesures pour ça. Mais il y a encore des gestes qui sont posés que il y a rien à faire. Donc, on accompagne la jeune là-dedans, mais c'est tout. Là, elle voulait même pas aller jouer en ligne parce que ça la stressait de voir ces personnes-là qu'elle a encore l'embêter, tu sais. Absolument. Moi, je pense qu'il y a vraiment une évolution au niveau de la législation, finalement. Dès qu'il y a eu des gros progrès technologiques, l'apparition du cellulaire a amené certains articles supplémentaires. Là, ça fait 15-20 ans, je pense, que les gens sont sous les réseaux sociaux. Il est temps. Oui, puis c'est toujours un niveau de vitesse d'évolution. Je pense que peut-être que le système de justice va pas à la vitesse où la technologie va. Donc, je parle un peu d'intelligence artificielle tantôt aussi, avec tout ce qui va pouvoir être développé de manière exponentielle. Ça va être difficile de suivre au niveau légal avec toutes les checks and balances, là, comme tous les espaces pour s'assurer que tout est bien fait par rapport à la législation. Ça prend beaucoup de temps. Donc, ouais, c'est ça. Je me demandais, vous voyez des jeunes qui subissent beaucoup de choses, qui perpétuent également des violences, mais est-ce que vous voyez souvent un peu des deux? Et comment est-ce qu'on fait quand c'est une personne qui a vraiment subi beaucoup de violence, qui se met à en perpétrer? On parle par exemple de violence physique, de violence en ligne, d'intimidation, etc., de gangs, mais aussi de jeunes personnes qui se font abuser sexuellement et qui peut-être deviennent recruteuses, par exemple. Comment on intervient ou comment on s'allie avec des personnes qui vont peut-être travailler là-dedans, mais c'est difficile, c'est comme le pire un peu de se dire « Oh my God, cette personne-là se réapproprie des choses, mais de manière un peu twistée. » Oui, ben c'est ça. Nous, par exemple, c'est le bout qui est pour nous un peu plus dur à Marie-Vincent parce que justement, après 12 ans, si tu as des gestes sexuels problématiques ou des comportements de violence, tu peux plus recevoir de services. Donc, il faut qu'on passe la balle à quelqu'un d'autre. Donc, c'est sûr que pour nous, ça crée un trou de service pour nos jeunes victimes, mettons entre 12 et 14, qui vivent des violences qu'on a vécues, puis qui vont avoir des comportements extériorisés. Donc, est-ce que vous vous questionnez à remettre en question votre fonctionnement, ou est-ce que l'arrimage avec d'autres services fonctionne suffisamment pour que vous puissiez faire ça? Je pense qu'il y a de l'arrimage qui se fait. Du côté clinique, davantage, nous, on fait de la prévention, donc de mon côté, mais je pense qu'il y a de l'arrimage qui est fait là, avec d'autres services. Juste qu'il y a quand même le 12-14 qui a comme un petit trou de service pas mal là, sur l'île là, pour nos jeunes là, qui complique la tâche. Puis, trajet, est-ce que ça arrive de voir des situations dans lesquelles... Là, j'appelle la confidentialité et tout. Je connais pas exactement votre fonctionnement, mais vous voyez qu'il y a des jeunes qui ont subi beaucoup de violence, puis à leur tour, vous êtes rendu à devoir les soutenir, à les accompagner parce qu'ils ont eu des jugements à leur égard. Ouais. Ben, ça arrive souvent que dans les jeunes qui sont dans la mesure de violence, c'est des gens qui ont subi la violence. Pas forcément quelques mois avant que eux l'ont commis, mais peut-être il y a quelques années. Je pense beaucoup à la notion de trauma là-dedans, ou dans le parcours de ces jeunes-là, il y en a beaucoup du trauma, puis à un moment donné, effectivement, ça peut être quelque chose qui vient provoquer le passage à l'acte. Parce que moi, j'ai été victime, on m'a pas aidé, personne n'est venu me demander comment ça allait, me d'offrir du support, moi je vais faire pareil en fait. C'est la loi du talion finalement, l'œil pour l'œil, dent pour dent. Et malheureusement, on voit ça énormément chez les jeunes. Puis, mettons par exemple des situations d'intimidation à l'école. Ça part souvent à l'école. Puis, est-ce que tu es allé voir la TES? Oui. Mais la TES, malheureusement, elle a beaucoup de jeunes. Puis parfois, elle intervient dans beaucoup d'écoles. Donc, elle n'est pas... Il faut plus de monde, en fait. Ouais. Il faut des gens beaucoup plus formés aussi. Parce que tout ce qu'on parle du numérique, c'est nouveau pour tout le monde. Donc, il y a des signes qui ne sont pas faciles à déceler. Mais pour revenir à la question des personnes victimes qui peuvent commettre un acte violent, nous, ce qu'on vient essayer de voir à la base, c'est raconte-nous quel a été l'événement.
quel a été le besoin derrière ton geste? Pourquoi tu as posé ce geste de violence? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que tu voulais obtenir par ce geste-là? L'appartenance, la valorisation, le respect, puis on va essayer de travailler ces notions de comment tu aurais pu l'obtenir différemment qu'en posant ce geste-là. Puis on répète souvent que le jeune qui est en face de nous en ce moment-là, c'est pas forcément le bon. Parce que si tu avais trouvé l'aide nécessaire pour répondre à l'intimidation dont tu as été victime, tu n'en aurais pas été auteur derrière. Exact. Je trouve ça intéressant parce que moi, je fais lien avec la fugue en marge qui pourrait être analysée comme une forme de violence, une forme de... Pas exactement comme ça, là, mais une manière d'extérioriser peut-être des émotions. Pas une violence envers quelqu'un, mais une violence envers... Je fais un geste qui repousse, qui fait je m'en vais, je mets un fin. C'est pas nécessairement une violence, mais c'est dans le sens de réagir avec des émotions, un trop-plein, c'est une manière de se protéger peut-être. De se protéger, de se libérer, de whatever. Mais pourquoi je fais lien avec ça, c'est que justement, on va aller chercher c'est quoi le besoin derrière la fugue, c'est quoi le besoin qui t'a amené à faire ça pour essayer de travailler vraiment en amont. Puis je vais faire passer la balle un peu à ma collègue co-animatrice en ce moment qui a le projet Euphonie, tu as laissé peut-être la chance d'en parler un peu. Puis justement, tu travailles en prévention des risques qui sont liés à la fugue. Comment est-ce qu'on travaille ça en prévention? Des jeunes qui... parce que je le répète quand même souvent, la fugue n'est pas nécessairement le problème. La fugue peut être même la solution, un échappatoire, une manière d'agir des besoins non répondus. Mais tout ce qui est... La fugue amène quand même certains risques, puis c'est ça qu'on veut peut-être éviter. Comment est-ce que tu travailles avec les jeunes du projet? Effectivement, ça m'a fait penser ce que tu disais, d'aller chercher c'est quoi le besoin que le jeune a derrière son action, finalement. C'est exactement ce qu'on fait en marge, ou que moi, je fais précisément avec le volet Euphonie, qui s'adresse principalement aux jeunes filles à risque de fugue, ou qui sont dans des situations de fugue chronique, ou sinon qu'elles sont à risque de subir de la violence ou de l'exploitation sexuelle. Donc, c'est ça, on va chercher c'est quoi le besoin de la jeune. Besoin de reconnaissance, besoin de sortir, passer un message, de se défendre de quelque chose, de donner son désaccord à quelque chose qui se passe dans sa vie ou dans son centre jeunesse. Donc, on va chercher le besoin qu'elle exprime, puis on va essayer pour prévenir les risques associés à la fugue ou tout simplement la fugue en soi, on va essayer de trouver c'est quoi qu'elle aime faire dans la vie. C'est quoi l'aider à se découvrir elle-même. Si elle préfère, elle aime beaucoup les animaux, tu sais, c'est dans un centre jeunesse, tu peux pas vraiment exprimer aller chercher vivre ta passion des animaux, par exemple. Donc, difficilement. C'est pas toujours évident. Donc, c'est bien d'avoir une personne qui fait comme un pont avec l'extérieur, qui est moi dans mon projet, puis d'aller l'amener à faire de l'équitation, l'amener à faire aller au Café des chats, puis même aller plus loin peut-être en préemployabilité, lui faire visiter une clinique vétérinaire, pourquoi pas? Tu sais, tout est possible dans le sens que quand faut que ça ait du sens, en fait, pour la jeune, finalement. Donc, je parle pas vraiment de violence avec les jeunes ou d'exploitation sexuelle, mais vraiment de juste qui elles sont elles-mêmes, puis répondre à leurs besoins. C'est vraiment ça, hein, finalement. Les jeunes parlent beaucoup en agissant. Ils n'arrivent pas à mettre des mots sur leurs besoins. Puis même nous, nous, c'est difficile. Donc, on agit énormément, puis des fois, on n'arrive pas à parler, donc on ne peut pas leur demander trop non plus de s'exprimer dans un vocabulaire sain, précis, comme c'est comme impossible, là. 100%. C'est super intéressant, puis je rajouterais peut-être quelque chose qu'on n'a peut-être pas nommé, ou je crois que tu l'as dit un peu rapidement, de la modélisation aussi, quand on vient travailler justement avec les jeunes en atelier, comment tu as réagi, quelles étaient tes émotions, puis on le met en scène, on essaye de plus en plus d'aller vers des mises en situation, des rôles où justement on sort du virtuel pour, regarde, si cette situation elle se passait en réel, ça ressemblerait à quoi ici et maintenant, tout de suite là. Et c'est assez, ça donne des résultats assez surprenants en fonction du groupe aussi, on adapte vraiment notre contenu à qui on a devant nous. Puis je dirais aussi qu'il y a tout un cycle où il faut apprendre à découper des étapes. Des fois on voit des jeunes aussi dans la perception d'une situation potentiellement conflictuelle. Il y a des choses à regarder. Pourquoi tu as cette perception de cette situation-là? Est-ce que tu as vraiment vérifié si ta perception, elle est juste?
comment tu l'as vérifié, de quelle manière, avec quel ton, quelle distance, etc. Puis on essaye aussi de conscientiser aux signaux corporels. On a tous quelque chose, toutes et tous quelque chose qui apparaît quand on s'énerve, on serre des poings, on a le rythme cardiaque qui s'accélère, on devient rouge. Essayer de mieux se connaître pour essayer justement de retarder ou d'éviter le passage à l'acte. On essaye de dire aux jeunes, prends un temps. Là, quand tu sens que ton poing se ferme, c'est peut-être le moment de prendre 10 secondes qui va peut-être t'éviter d'aller dans quelque chose que tu vas regretter plus tard. Donc bref, c'était juste pour... je trouve ça vraiment intéressant comme projet. Puis c'est ça aussi qui, je pense, résonne chez les jeunes, c'est penser en dehors de la boîte, puis aller permettre à des jeunes d'avoir des expériences en fugue auprès des vétérinaires ou des animaux, c'est penser en dehors de la boîte. Et forcément, ça fait du sens chez eux. Oui, puis aussi pas avoir quelqu'un qui les juge, qui les écoute réellement, quelqu'un qui est en dehors aussi du centre jeunesse, par exemple, parce que les éducateurs ont beaucoup à porter sur leurs épaules. Des fois, ils sont pas toujours disponibles pour écouter une jeune qui a des difficultés avec la gestion de ses émotions, par exemple. Donc, oui, d'avoir une intervenante de l'extérieur, une personne qui peut écouter sans juger, qui essaie d'amener des réflexions, de peser le pour ou le contre, qui est comme une porte de sortie, mais qui va ramener aussi le jeune après. On l'amène à l'extérieur, mais on le ramène aussi. C'est vrai, c'est important. Mais quand même. Je vais pas juste partir avec. Puis aussi, je voulais parler de l'hébergement d'En Marge, que moi, en tant que intervenante à En Marge, j'ai comme aussi cette carte-là à jouer de, si t'es en fugue, tu peux toujours aller à l'hébergement. Tu sais, ils sont 24/7, moi, je suis pas 24/7, mais l'hébergement est tout le temps là. Donc, en tant qu'intervenant, c'est vraiment un très bon outil de dire, s'il se passe quelque chose de grave, donc, si on est dans la prévention des violences, s'il se passe quelque chose de grave, tu peux m'appeler si je réponds pas parce que je travaille pas, l'hébergement est tout le temps là, tu sais. Donc, c'est une très grande utilité d'En Marge que j'utilise beaucoup avec mes jeunes. De mettre le filet en place. De mettre un filet de sécurité. Voilà. Ouais. Comment vous le mettez tous, ce filet? Parce que tu as travaillé en prévention vraiment avec des jeunes. Oui, après le passage à l'acte, je comprends, mais il y a quand même une certaine forme de prévention. T'es encore un peu dans le mode mineur, tu sais, avant que ça devienne vraiment adulte, grave. Comment c'est de se sentir, puis j'inclus un peu En Marge là-dedans, bien sûr, moi-même et même ton projet, mais de se sentir qu'on est un maillon vraiment, tu sais, puis de le voir, la personne aura passé à l'acte ou s'ancre vraiment davantage dans la rue ou dans l'exploit. D'un côté, subir ou commettre, peu importe. Est-ce que des fois aussi vous avez des personnes qui viennent peut-être vous revoir une fois qu'elles sont majeures, elles ont envie de renouer puis de travailler des choses? Comment vous voyez ça? Dans mon cas, vu que là, en ce moment, je travaille avec les adultes, c'est différent. Mais dans une autre vie, j'étais sur le terrain avec les jeunes. Puis mon but, c'est de semer des graines. Donc, c'est donner l'information un peu dans un mode de pensée. Écoute-moi maintenant, puis tu me croiras plus tard. Donc, c'est un peu ça l'intention. En fait, c'était d'éveiller des réflexions chez les jeunes, de faire comment, mais tu as pensé à, OK, mais si, mettons, on tourne ça différemment, qu'est-ce que tu penses qu'il peut arriver? Puis de les amener comme ça, puis on crée un peu les outils à Marie-Vincent avec ça en tête, d'impliquer les jeunes dans qu'est-ce qui les concerne, surtout l'adolescent, de travailler cette pensée critique-là, c'est super important pour nous, on la met vraiment comme une faculté de base là, pour se protéger, donc c'est trop beau pour être vrai, ça se peut-tu que ce soit pas nécessairement vrai. Je dis ça, je dis rien, là, mais de les amener, que ça vienne d'eux, finalement, qu'ils prennent une seconde pour répondre, comme, ouais, c'était pas génial, mais il faut que ça vienne d'eux. Puis souvent, en prévention, on veut que ça soit rapide. On veut que ça soit, là, c'est dangereux, arrête, puis que le jeune fasse, oh my God. C'est dangereux, j'arrête. Ça fonctionne-tu, les annonces du gouvernement? Les arrêtés de fumer, ça marchait pas, tu sais. Puis je donne souvent cet exemple-là quand je suis en formation. C'est moi, quand j'étais jeune, mon prof de bio nous avait montré toutes les ITSS, qu'on appelait à l'époque MTS, tous les ITSS, là, les stades finales. Stade final de gonorrhée, stade final d'herpès, stade final de... Puis t'es comme, c'est pour ça qu'on doit pas faire l'amour. J'étais comme, c'était la conclusion. D'accord, oui. Ou pour la drogue, c'était, si tu commences puis tu fumes du pot, tu vas prendre de la coke, puis après la coke, c'est l'héroïne, puis après tu meurs. Tu sais, c'était un peu ça, donc... Et
Ça marche pas. Ça marchait pas il y a 100 ans. Puis ça a pas marché durant la prohibition, quand ils ont empêché les gens de boire de l'alcool aux États-Unis. Ça ne, par la peur, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui fonctionne? Quelle émotion fonctionne? La patience. Puis répéter les messages, puis les répéter, puis les répéter. Puis au point où on voit qu'en ce moment, les Gen Z sont la génération qui consomme le moins d'alcool depuis très longtemps. C'est Pareil pour la drogue, ils en consomment moins aussi. Parce qu'on a commencé à faire une prévention différente par rapport à la toxicomanie en disant, OK, c'est vrai que c'est le fun, mais c'est quoi les conséquences possibles? Est-ce que c'est ça que tu veux ça pour ta vie? Puis là, il y a du monde qui me fait des témoignages. Moi, à votre âge, j'avais commencé comme ça. Puis là, je me prenais, mais bon, puis là, non. Et c'est à force de faire ça que les gens font comme, moi, tu sais quoi, c'est pas tant cool, finalement. C'est pas tant génial là, de boire au point d'être saoul. Tu sais, j'ai des jeunes autour de moi là, qui ont ça là, entre 14 puis 17, et ils font des parties, puis il n'y a pas d'alcool. Ils sont comme, mais pourquoi boire de l'alcool? Puis t'es comme, mon Dieu, moi, à votre âge, le seul but d'être en groupe, c'est boire de l'alcool. Donc, c'est très, très différent, mais ça prend du temps. Puis souvent, on veut éteindre des feux, donc on n'a pas le temps. Donc, par la peur, ça donne l'impression que c'est efficace rapidement. Donc, je sais pas c'est les avatars qui boivent de l'alcool en ligne, peut-être? C'est peut-être ça. Ben voilà. Il n'y a pas besoin de prendre. Dans le monde physique, non, mais dans le monde virtuel, tu bosses. Ouais. Puis ce que tu as dit d'intéressant, c'est l'intérêt, l'importance de poser les bonnes questions et non pas d'amener les solutions. Et voilà. C'est beaucoup ça qui se passe. Stimuler l'esprit critique, c'est ça que tu voilà. dis. Et voilà. D'impliquer les jeunes aussi. D'impliquer dans leur ce vie. qui les concerne. Le nombre de fois qu'on a vu des jeunes et dire, ben, vous êtes 10 autour de la table à parler de moi, puis moi, je suis pas assis avec vous pour en parler. Comment ça fait du sens, tu sais? Puis, faut te dire, ben, t'as raison, pas tant, finalement, tu sais. Donc, de les impliquer dans ce qui les concerne, ça fait du sens. Quand j'ai la chance de pouvoir aller animer auprès d'eux, j'anime pour Zone Sensible, là, qui est un jeu de prévention des violences sexuelles, puis dans le cyberespace aussi. Avec ces jeunes-là, ben, je leur dis, non, mais moi, je suis pas là pour vous faire la morale. Je suis là pour apprendre à vous connaître, savoir comment vous pensez, c'est quoi vos valeurs que en tant que groupe vous partagez, puis on va en discuter ensemble tout simplement. Puis c'est sûr qu'à travers ça, il y a quand même des informations que je passe là, sur le consentement, puis tu sais, mais somme toute, c'est une discussion qu'on a avec eux. Puis après, les jeunes qui vont voir, ouais, mais il m'est arrivé ça c'est-tu du consentement, là, j'ai demandé avant, puis après, mais là, elle me parle plus, genre, est-ce qu'elle peut aller à la police? Puis là, t'es comme, OK. Attends, chaton, on va recommencer du début. Mais ils peuvent, là, venir poser des questions parce qu'ils sentent qu'il n'y a pas de jugement. Ouais, donc, c'est plus efficace, mais ça prend plus de temps. Oui. Donc, une bonne prévention prend du temps. Exact. Puis on est vraiment dans des sociétés où aujourd'hui, il faut le résultat. On est dans le culte de l'urgence, donc c'est sûr que c'est compliqué de faire entendre ça à nos politiques, qu'on veut faire ça maintenant pour que dans 10 ans, c'est du résultat. Lui, il n'est plus là dans 10 ans. À part certains, mais bon, ils partent au bout d'un moment quand même. Mais dans ce que tu disais aussi, Vanessa, moi j'aime beaucoup et ce que tu disais aussi, dans la posture moralisante qui ne fonctionne pas, le interdire, pour moi, c'est même aller jusqu'à inciter. Interdire, c'est inciter, alors qu'à un moment donné, si tu donnes les clés aux jeunes pour en faire une utilisation saine, on est autre part. Mais ça vient de lui, il faut que ça vienne de lui, de comment, regarde, qu'est-ce que tu consultes comme contenu, pourquoi tu consultes ça, qu'est-ce que ça t'apporte. Le temps, on revient à cette notion de temps et de staff. C'est sûr que quand tu disais en centre jeunesse, ils sont pas forcément assez nombreux pour s'occuper de tous ces besoins-là, de tous ces jeunes qui sont autour d'eux. C'est impressionnant, puis je pense pas qu'un jour on en sera autant, j'espère, on sera autant que nécessaire, mais il y a comme un doute. Puis, de moins en moins de taux de natalité, là. C'est moins de jeunes dans l'analyse. What can go wrong? Je pense aussi qu'il y a, tu sais, quand tu disais, on fait partie de la maille, Tristan, effectivement, on est une maille d'un gros système. Puis moi, de mon côté, de mon prisme à trajet, ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a une absence de gradation dans les sanctions judiciaires qui existait auparavant. Par exemple, la première chose qu'un jeune, le premier rapport qu'il peut avoir avec la LGPA, c'est quand un policier lui donne une mesure extrajudiciaire, par exemple, d'aller faire une mesure qu'on appelle de renvoi. C'est une mesure de sensibilisation à la LGPA. C'est une séance d'information qu'on offre à trajet qui dure à peu près 2-3 heures, où les parents sont conviés, puis on va aller faire le tour de la loi, de qu'est-ce que c'est un bon entourage versus un moins bon entourage, tout ça. Puis aujourd'hui, il n'y a plus cette gradation. Il y a plein de facteurs qui expliquent ça. Le fait que les délits qui sont admissibles à mesure de renvoi ne sont pas ceux que les jeunes commettent, ne sont plus ce que les jeunes commettent. Le fait que les par exemple, mettons un vol qualifié, par exemple, aujourd'hui,
c'est assez classique, malheureusement, que des jeunes donnent un rendez-vous à une personne qui vend son téléphone sur Marketplace, puis ils l'attendent avec un pepper spray, puis voilà, un vol qualifié. Pour autant, il y a 2 jeunes là-dedans. Oui, c'est une situation grave, mais si c'est le jeune, il a 12 ou 13 ans et que c'est son premier délit, est-ce qu'on pourrait peut-être essayer d'être dans la prévention, la sensibilisation, avant d'être dans la sanction et la répression? Et aujourd'hui, moi, ça fait 7 ans que je suis à Trajet, mais quand je suis arrivé il y a 7 ans, on voyait des jeunes qui faisaient le parcours mesure de renvoi, donc une sanction donnée par un policier. Ensuite, gradation, il se fait réattraper, puis là, c'est une sanction extrajudiciaire et non une mesure. Là, c'est une déléguée qui lui donnait. Et enfin, après, au bout d'un moment, il va au tribunal parce que c'est son 3e délit. Mais à chaque fois, là, il y a eu des zones d'intervention. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes qui sont référés directement par le tribunal. Comme si, tout à coup, à 17 ans, il a décidé d'être violent. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On a juste mal été capable de voir ce qui est arrivé avant. Ouais, le radar était brouillé, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Puis nous, ce qu'on essaye, même si effectivement dans nos mandats, on n'a pas forcément la prévention qui est au milieu, on essaye d'aller dans les organismes avec qui on travaille à l'année longue pour leur référer des jeunes en travaux communautaires. Et quand ils ont des jeunes qui ne sont pas encore à faire la justice, avec qui ils travaillent déjà, ils disent « Hey, Trajet, ça vous dirait de venir faire une séance de sensibilisation sur la loi ?» On a un groupe de 4-5 jeunes qu'on sent un peu glisser là. Donc si on pouvait venir leur donner de l'information, ça serait super. Donc on essaye d'être vraiment proche des organismes avec qui on travaille et quand il y a un besoin qui est exprimé par la communauté, d'y répondre dans nos mandats le plus rapidement possible. Mais c'est aussi des kiosques de sensibilisation qu'on fait dans des événements pour les jeunes, compétitions sportives, les jeux de la rue, des choses comme ça, où on est présent aussi. Mais c'est vrai qu'on est moins dans la prévention que d'autres organismes, mais on comprend qu'on doit y aller de plus en plus pour essayer d'éviter de les revoir après. D'adapter vos services, mais ce que je comprends aussi, c'est qu'il y a des limites judiciaires un peu aussi, là, Ouais, nous on a comment est-ce qu'on doit repérer puis avoir ce filtre-là qui est peut-être désaligné avec les intérêts, ou en tout cas, la réalité criminelle d'aujourd'hui. Ouais, et puis des fois, on a des jeunes qui sont suivis à l'école. Des fois, on a des jeunes, ils ont 7-8 intervenants. C'est quand même énorme, au contraire d'autres qui n'en ont pas un, par exemple. Mais on se dit, mais comment ça a pu passer à travers, là? C'est pas possible. Mais c'est tout simplement la communication. En tous les services autour du jeune, on s'aperçoit aujourd'hui qu'un dossier unique, le fameux dont tout le monde attend peut-être un jour, mais avec évidemment le respect de la confidentialité en fonction des mandats de chacun, mais il y a quelque chose vraiment à bâtir pour qu'on ne manque pas des immanquables en fait. Ouais. Il faut qu'on agisse là-dessus, puis peut-être qu'un jour on arrivera à avoir une meilleure communication entre organismes, institutions, milieux scolaires, etc. On le souhaite. Ouais. On s'est rendu où? J'étais passionné. Non, mais c'est correct. C'est bon. On est où est-ce qu'on est. Et dans le présent, je me demande, il y a beaucoup d'acteurs qu'on parle depuis tantôt, mais vous devez travailler quand même avec les familles d'une manière ou d'une autre, quand même. Jusqu'à où est-ce que vous allez travailler avec les familles, surtout dans les jeunes adolescents? Je veux dire, c'est le premier filet social dont on parlait. Absolument. Justement, dans cette gradation-là, on avait aussi la mesure de renvoi qui est le tout premier rapport à la loi. Un policier peut donner cette sanction-là, cette mesure, sans faire référence à un DPCP, à qui que ce soit, un procureur. Il peut faire cette sanction sur le fly directement. Et les conséquences de ça, rapidement? Il n'y en a aucune. Si le jeune ne vient pas, vraiment, il ne sait pas. C'est l'avertissement. C'est ça, en gros. Et puis là, on a les parents qui sont conviés. Puis on remarque que ça dépend, mais d'une façon générale, ils ne répondent pas forcément présents. Puis, on a une mesure qui est spécialement, elle s'appelle 12-13, si je m'arrêtais par moi-même, qui est pour les jeunes de 12 à 13 ans qui commettent leur premier délit dans les JPA. Et là, les parents sont obligés d'être présents pendant les 2 ateliers de groupe avec leur enfant. Puis là aussi, on constate aussi des fois que c'est pas forcément facile pour les parents de se rendre disponibles. On essaye de mettre ça un samedi matin où les gens travaillent un peu moins, mais ils sont pas forcément là. Pourquoi? Il y a plein de raisons qui expliquent ça. Mais il y a aussi, je pense, des fois une certaine désertion. Pourquoi j'irai là-bas? Qu'est-ce qu'ils vont apprendre de nouveau? Une méfiance. Nous, on fait partie du communautaire, mais on est venu comme une succursale du ministère de la Justice parce qu'on applique, on applique une loi. Donc, il faut démystifier tout ça. Puis, effectivement, on travaille avec les parents dans cette mesure-là. On travaille avec eux aussi quand on a un jeune qui a des travaux bénévoles. On les inclut dedans. Mais la responsabilisation aussi, pour comment on la pense, c'est que c'est la mesure du jeune. C'est pas la mesure de ton père ou de ta mère.
Donc à un moment donné, oui, on va passer par les parents parce que c'est des jeunes mineurs et qu'on doit rendre des comptes, forcément, mais on veut aussi, on leur explique, on leur donne un petit pamphlet, on leur dit voilà ce qu'on attend de vous comme parents pour soutenir notre accompagnement dans l'accomplissement de la mesure de votre enfant. Donc on essaye vraiment qu'ils soient dans le même bateau que nous, mais des fois ils sont pas forcément là. On a beaucoup de rencontres où ils nous demandent est-ce qu'on doit venir ? Oui, c'est vivement souhaité, mais si vous pouvez pas, on le comprendra. Moi, je parle de ma pratique, 2 rencontres sur 3, j'ai pas de parents qui sont présents. Maintenant, il faut pas leur jeter la pierre, parce qu'une nouvelle fois, ce qui peut expliquer leur absence, c'est le travail, c'est peut-être que les autres enfants nécessitent qu'ils soient avec eux en ce moment même, et plutôt qu'avec leur enfant qui va à trajet. Tout est possible. Mais c'est vrai que c'est quelque chose où on travaille vraiment avec le jeune, et la famille vient derrière. On ne travaille pas à l'intérieur de la famille. C'est sûr que c'est aussi des axes de progression, je pense, où on pourrait effectivement aller plus loin avec les parents. Mettons, quand on fait la mesure 12-13, on regarde beaucoup l'enfant, mais le parent, il n'est pas sollicité au même niveau que l'enfant. Donc, effectivement, c'est des choses à travailler. À Marie-Vincent aussi, on a les parents avec les jeunes et il va y avoir des interventions pour les parents si besoin il y a. C'est un peu un cas où on va mettre le masque à gaz à soi avant de mettre à son enfant, là, dans le masque, à oxygène. Le masque à oxygène à soi avant de mettre à son enfant parce que faut peut-être toi pour être capable d'aider ton enfant. Donc, si on a des parents qu'on sent qui sont vraiment en très grande détresse par rapport à la situation, on n'aura pas le choix de... Si besoin il y a probablement un peu, dans une certaine mesure, tout le temps. Oui, mais on est un centre d'appui à la jeunesse aussi, donc ça veut dire que les jeunes viennent dans nos bureaux. Et là, on a des salles pour l'enregistrement vidéo pour le jeune. On a une salle médicale s'ils veulent être assistés par un docteur ou une infirmière qu'on a. Donc, le but est de réduire le stress lié au trauma, mais aussi pour les parents qui accompagnent leur enfant. Tu devoir amener ton enfant au poste de police, faire de la déposition, de l'amener à l'hôpital pour se faire examiner, ça peut être stressant pour le parent aussi. Donc, on crée un environnement qui est moins stressant pour la famille au complet. On essaye. Nous, des fois, ça nous arrive, je réfléchissais là, mais à faire sortir le parent aussi. Parce qu'une rencontre avec l'enfant, on voit que la dynamique, le conflit, il est là, il est palpable. Et ça va pas l'aider à aller vers une réussite. Donc c'est arrivé des fois que j'étais madame, on comprend bien que vous voulez décider à la place de votre enfant, mais nous on veut que ça soit lui qui s'autodétermine. Donc pour viser sa réussite, on va vous demander de sortir, puis on va vous tenir au courant de l'évolution évidemment, mais des fois il y a des parents qui sont pas forcément aidants pour leur enfant. Je l'ai en tête, donc je vais poser la question quand même. Je suis curieux d'avoir vos réponses. Le signalement. Les PJ. Comment est-ce que vous travaillez en prévention avec des violences? T'as pas le choix. C'est toujours au-dessus de la tête. Comment est-ce qu'on fait le signalement? Ça doit arriver des situations où vous faites. Il faudrait que je signale là-dessus, bien sûr. Je veux pas perdre mon lien. Je veux quand même m'assurer que le travail que je fais soit pas ruiné parce que je viens de rencontrer la personne. Surtout ça, quand il y a un lien depuis un certain temps, j'ai l'impression quelque chose qui peut se construire, puis une compréhension de, écoute, là, c'est plusieurs semaines, mois qu'on travaille ensemble, il va falloir que j'aborde cet élément-là qui est plus problématique. Mais quand tu viens de faire un contact avec une personne, puis déjà, il faut que tu ailles dans un signalement, c'est un début difficile, j'ai l'impression. Comment est-ce que vous vivez ça? Puis j'inclus même Catherine là-dedans, si elle veut y aller. Moi, je pourrais, déjà, avec mon volet, vu que c'est beaucoup des jeunes qui sont déjà en centre jeunesse, j'ai pas eu vraiment à parler de ça. Par contre, quand j'étais à l'hébergement, on invitait le jeune, c'est-à-dire quand la situation était quand même très chargée, on invitait le jeune, on lui parlait de la possibilité de faire un signalement, puis on l'invite à le faire avec nous et même à le faire lui-même. Donc, souvent, en fait, on n'a jamais eu de réticence, rarement de la réticence. Le jeune était vraiment... il voulait faire l'autosignalement parce que comme il était tanné, il y avait un trop-plein qui voulait mettre un peu... qui voulait régler une situation problématique. Moi, j'ai rarement eu des problèmes. Tout est dans la manière de le dire. C'est parce que si tu dis, veux-tu te signaler à la DPJ, puis là, écoutez l'autre épisode sur le signalement, on en a parlé pendant 1 heure. Si vous voulez savoir en long et en large le fonctionnement, c'est une belle discussion. Mais c'est tout dans la manière de dire. Je pense qu'on a développé ça aussi, d'abord à se faire confiance à la DPJ. Nous, je parle d'en marge, je parle du communautaire aussi, de faire confiance que il n'y aura pas un placement automatiquement, clairement, par exemple.
et ce sera pas on va t'enlever de l'enfant, on va enlever l'enfant de sa famille. C'est pas ça nécessairement qu'il faut se dire. Il faut se dire il va y avoir de l'aide, il va y avoir des services, il va y avoir des gens qui vont être autour. Fait que si on part de ça, puis on est capable de le verbaliser, de le vulgariser un peu aux jeunes aussi, ben peut-être qu'il va avoir de plus en plus, je pense qu'on sent qu'il y a une tendance à comprendre que si tout le monde autour de moi me dit que c'est quelque chose de positif, alors que peut-être qu'il y a 10 ans, je sais pas, j'étais pas là en marge ou dans d'autres ressources, mais peut-être que c'était moins mis de l'avant. On va essayer de signal, ça va être le contraire. T'sais. Donc le fait de se faire confiance de plus en plus, je pense que ça aide aussi supporter ce oui, que vraiment, tu dis, comprendre le fonctionnement de la DPJ aussi. Ouais. C'est pas juste on appelle et la police débarque. C'est plus complexe que ça. Puis il y a des étapes à suivre, des filtres et tout ça, beaucoup même. Donc on enlève aussi le stress pour le jeune. Ouais. C'est ce qu'on te conseille de faire, nous aussi, là, aux adultes, avec les jeunes, les adolescents surtout, de faire avec eux. Simplement, parce qu'on disait les impliquer dans ce qui les concerne, là, ça fait partie de ça aussi. De faire, écoute, puis d'expliquer c'est quoi, qu'est-ce qui va arriver, c'est quoi la prochaine étape, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, pour ta famille, puis de voir c'est quoi tes inquiétudes par rapport à la situation. Et après ça, de faire le signalement ensemble, où tu le fais, puis moi je peux me retirer, peu importe selon l'âge là aussi, là, mais de laisser l'espace aux jeunes. Et même chez les adultes intervenants, il y a encore beaucoup de biais, de préjugés par rapport au signalement, autant au niveau des intervenants scolaires que sur le terrain aussi. Donc c'est pas évident, le signalement. C'est un gros dossier quand même, parce que il y a différentes visions de la DPJ. Puis ça va venir influencer comment les gens vont être intéressés ou non à faire le signalement. Il y en a qui ne le feront pas, là, parce qu'ils vont dire, ben non, ça marchera pas, le jeune ne me parlera plus, les parents vont être fâchés, ils vont savoir que c'est moi, donc là, ils ne le font simplement pas. Donc, il y a encore beaucoup de préjugés qui datent peut-être aux erreurs passées là, de la DPJ, là, dans son... Ouais. Je vais te sauver avant que tu t'arrives. Merci. Mais si vous voulez la vision d'une chef de service à la réception des signalements de la DPJ à Montréal, il y a sûrement un épisode qui est là-dessus en ce moment sur notre page YouTube ou Spotify. Baptiste? Ben, franchement, je vais pas être original. On procède de la même façon. On va avec le jeune, puis d'une façon générale, la transparence, c'est souvent gagnant. Ouais. Puis on a des profils qui sont un peu similaires aussi, centre jeunesse. Souvent, on s'aperçoit que le signalement, quand on accompagnait le jeune à le faire, il y avait déjà la DPJ qui était dedans. Donc, oui, c'est des choses complexes, difficiles, mais quand on explique le pourquoi on doit, les devoirs d'un intervenant face à certaines situations, puis qu'est-ce qu'on serait si on ne le ferait pas? Je trouve que les jeunes sont quand même assez capables de comprendre. Du moins pour l'instant, ça va certainement arriver, mais j'ai pas encore eu de réaction épidermique là. Non, c'était entendu et puis compris, puis voulu. Oui, c'est ça. Moi aussi, ils souhaitaient que ça aille mieux leur situation. C'est ça. Donc exactement. on leur explique que ça nous dépasse, nous. Puis ça doit aller au niveau de la DPJ. Oui, ils sont vraiment enclins à le faire. Ouais. Des intervenants aussi qui ont dit, je leur explique que moi, j'ai pas le choix. Je suis tenue de le faire, le signalement. Fait que je peux le faire avec toi, ici, maintenant, ou je peux le faire sans toi, mais moi, je préfère le faire avec toi. Ouais, ça aussi. Ça fait un petit bout qu'on jase, tout le monde, mais en mot de la fin, je me demandais, on parlait de signalement, puis il y a beaucoup de signalements qui sont non retenus aussi. Puis il y a des consultations qui peuvent être faites, des infoconsultations qui appellent, qui sont assez nombreuses aussi à la DPJ. Donc, c'est pas vraiment un signalement, c'est juste avoir des conseils, poser des questions un peu avant de dire est-ce que ça vaut la peine que je fasse un signalement officiel. En lien avec ça, qu'est-ce que vous diriez à un jeune ou un parent ou un grand-parent ou n'importe qui suspecte un peu qu'un jeune est pris dans des situations de violence, autant qu'il les suit qu'il est en train de les perpétuer. Ce serait quoi les réflexes à adopter envers ces jeunes-là? Observer, regarder qu'est-ce qui se passe, puis en parler aux jeunes. Moi, peut-être parler de transparence, là. Moi, je suis beaucoup dans la transparence. C'est de faire, écoute, j'observe ça, puis ça, puis ça. Je suis inquiet ou j'ai des peurs pour toi. On peut toujours en parler. Puis dans la bienveillance, dans l'ouverture. Beaucoup de parents, exemple, dans tout ce qui est cyber, vont tendance à prendre le téléphone cellulaire. Donc, les jeunes ne vont pas aller voir leurs parents pour leur nommer parce qu'ils vont avoir peur de perdre leur espace virtuel. Et vont préférer recevoir des dick pics à profusion plutôt que de risquer de perdre leur Snapchat. C'est quelque chose qu'on est prêt à tolérer. C'est pas quelque chose qu'ils apprécient, mais ils sont comme, bon,
c'est ça ou pas de téléphone, donc je vais l'endurer. Donc, de créer un espace où on va dire, ben, je suis pas là pour te punir, je vais essayer de comprendre puis de t'aider, puis j'ai des inquiétudes, puis d'aller voir sur Internet, il y a tellement de sites avec des dossiers pour les parents qui expliquent un peu quoi faire dans telle ou telle situation. Donc, de se renseigner, d'aller s'éduquer aussi comme parents, là, c'est très, très important. Mais avant tout, l'ouverture, la bienveillance et la transparence aussi. Absolument. Fait que pas juste prendre le téléphone puis le mettre dans un casier bloqué. Là. C'est ça, puis de dire, bon, ben, je te l'enlève, puis c'est fini. Okay. Ça réglera pas le problème. Ben non, parce qu'à un moment donné, ils veulent récupérer ton téléphone, donc le but, c'est qu'ils sachent comment s'en servir de manière saine et sécuritaire, là, ou que toi, en tant que parent, tu sois protégeant pour ton enfant, qu'il puisse venir te voir en cas de problème. Là. Donc, il faut créer cet espace-là. Je pense que c'est super complexe, ce que tu as dit. L'écoute est hyper importante, je pense. Puis les ados, des fois, on a comme l'impression, hey, si je lui disais, comment il va le prendre si je lui dis comme ça? Et je pense que les ados, ils n'ont aucun problème à ce qu'on leur dise les choses comme on les pense, en fait. Puis, ils sont complètement capables de dealer avec ça. Je m'inquiète pour toi si je te vois comme ça en ce moment. Je me trompe pas. Explique-moi. Puis il n'y a pas de problème. Je pense qu'il faut oser. En fait, faut oser questionner. Puis au pire, si on se trompe, ben on se trompe, c'est pas grave. Demain est un autre jour. Mais on doit être hyper attentif puis à l'écoute de ces jeunes en permanence. Si on voit quelque chose qui sort de l'ordinaire, ben c'est aller prendre le temps de s'asseoir avec ce jeune. Puis c'est ce qu'on revient un petit peu au niveau système. Est-ce qu'un professeur aujourd'hui a le temps de s'asseoir avec un jeune? Est-ce qu'une TES a le temps de s'asseour avec les 3000 élèves de son école secondaire? Je pense pas. Et il est là le problème, c'est que on doit être plus nombreux pour avoir plus le temps de s'occuper de notre jeunesse. Puis, est-ce que je peux renchérir sur quelque chose qui est super important? Sur le fait qu'il faut choisir le moment aussi où on le fait. Tantôt, avant qu'on commence à enregistrer, on parlait dans l'informel. C'est correct de prendre un temps, on va aller prendre un café, puis de faire comment j'ai remarqué ça. Tu sais, on est au cinéma, puis là, en sortant du cinéma, dans le film, c'est passé ça, puis ça me fait penser à, tu sais, je t'ai vu à un moment donné sur ton réseaux sociaux là, dire ça, là, tu sais. Donc, de prendre des moments pas officiels, là, genre assis à table de cuisine, là, puis faire un conseil de famille, puis comme bon, mais là, on est tout le monde assis à table pour parler, mais tu sais, de le sortir, puis d'en faire quelque chose de juste normal, puis sain, pas quelque chose qui fait un peu stresser le jeune à l'idée qu'on va être assis à table, tout le monde pour en parler, donc de trouver un temps là, pour le faire. Puis c'est aussi moins stressant pour la personne, l'adulte qui doit intervenir, de le faire de manière informelle. Il y a personne qui aime tant ça, s'asseoir et devoir expliquer sa vie. Là, faut que je te parle, mon gars. Ouais. Voilà. Puis avoir l'attitude aussi, comme vous avez dit, de ne pas vouloir corriger le jeune. Ça, c'est quelque chose vraiment que j'essaie d'appliquer. Le jeune n'a pas des défauts, le jeune n'est pas mal, le jeune n'est pas... il est correct, le jeune. Nous, on a la capacité de se remettre en question parce qu'on est des adultes puis on a réfléchi plus longtemps. Tu sais, comme dans le sens que nous, il faut prendre un rôle d'adulte, comme vous avez dit, bienveillant, qui est capable de guider le jeune avec des bonnes questions, puis de ne pas essayer de lui pointer simplement ses défauts. Tout à fait. D'avoir ses bons côtés, c'est quelque chose. Parce que c'est le centre de mon volet euphonie, de voir c'est quoi ses qualités, ses points forts, puis de les exploiter au maximum. Exact. Puis je pense que c'est tout à fait. Puis il y a aussi une chose que j'ai peut-être oublié de dire, mais c'est aussi qu'on n'est pas forcément spécialiste et expert en tout. Moi, de mon côté, quand j'ai un jeune je sens qu'il y a quelque chose, mais qui l'ouvre pas. Mais moi, je suis qui en fait dans sa vie? Je suis intervenant d'OJA. Est-ce que ça serait pas peut-être le travailleur de rue de son quartier qui connaît la gang avec qui ce jeune se trouve, qui serait pas le plus amène à aller chercher ce jeune, à aller lui parler? Puis évidemment, ça prend l'accord du jeune. C'est un principe de volontariat d'appeler un TR. Mais moi, de mon côté, c'est peut-être travailler sa résistance à appeler un TR pour que derrière, il ait une personne qui ne soit pas... Moi, j'ai des mandats. Donc, s'il me dit, j'ai récidivé hier soir, c'est compliqué de se positionner. Donc, va voir un TR. Le travailleur de rue, lui, spécialisé jeunesse de ton quartier, il est là pour toi. Il peut répondre à ces choses-là. Il peut t'aiguiller vers les bonnes personnes. Donc, puis on s'appelle beaucoup avec les TR aussi. C'est une clé aussi. Je pense que d'arrêter de travailler ce fameux silo-là, d'être le plus en capacité de dire, OK, c'est cette porte qu'il faut aux jeunes. D'après ce qu'ils nomment, ça semble être cette porte-là plutôt. Puis l'amener vers là-bas. Puis parfois, ça nécessite de le prendre par la main aussi. Ça passe par ne pas se voir comme le sauveur ou la sauveuse des jeunes aussi, hein, de faire confiance encore une fois, mais c'est ça.
On n'a pas tout, on est généraliste peut-être un peu, ou spécifique sur des petits trucs, puis ben, tout le monde travaille ensemble. Et voilà. Exact. C'était Maudite Marge, je pense. Ah, un bel épisode. Oui, merci. Merci. Merci d'avoir été là. On est sur YouTube et Spotify, et voilà. On va revenir éventuellement, on ne sait pas trop quand. Suivez-nous, puis ça va bien aller. Merci beaucoup, Merci. Baptiste Merci. et Vanessa Merci et Catherine beaucoup. d'avoir été là. Merci.